La place du souvenir africain est un espace de mémoire rattaché au ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal. Elle représente un espace de commémoration des grandes figures symboliques qui ont fait l'ineffaçable mémoire des peuples de l'Afrique et de la diaspora. À cet effet, nous vous proposons tous les 15 jours e-souvenir, un concept qui a pour but de vous faire connaître et redécouvrir les grandes figures ayant marqué les consciences collectives. E-souvenir vous présente Linguère Yacine Boubou Fall. Bonjour, je m'appelle Massamba Gueye, je suis heureux de vous recevoir ici à la Maison de l'Oralité et du Patrimoine, Kër Leyti, qui est un centre de recherche et une résidence artistique dédiée au patrimoine, et heureux aussi de parler d'une personne assez importante, d'une femme, figure de proue, de ce que j'appelle la domination du pouvoir d'installation des hommes par les femmes dans les trônes. Si vous allez à Louga et que vous voyez la place Yacine Boubou, ne vous posez pas de questions. Ne vous demandez pas pourquoi la place Yacine Boubou au centre de Louga, adossée au terrain de basket. Parce que cette dame est ce que j'appelle une sorte de colonne vertébrale, mais on y reviendra. Heureux de parler donc du XVIIe siècle et du Kajoor, mais de parler aussi du Sine, du Saloum et du Bawol et du Jolof. Parce qu'elle est la synthèse de tout ça. Donc il faut bien comprendre que lorsqu'on parle de Yacine Boubou, on parle du XVIIe siècle sénégalais, on parle d'une société féodale où le pouvoir se transmet par le sang ou par le lait pour les Guelewar et par le sang pour les princes. Et Yacine Boubou est donc de cette génération. Le contexte, c'est quoi? On est dans un contexte déjà de contact avec l'Occident. Et l'Occident était assez avancé dans ses relations commerciales, mais la colonisation n'était pas suffisamment installée. Donc, on avait déjà l'éclatement de l'empire du Jolof. Successivement, l'empire Manding avait éclaté, l'empire du Ghana avait éclaté, l'empire Soraï avait éclaté, et les royaumes prenaient de la place. Donc, le Kajoor existait, le Waalo existait, le Brak dominait ici, le Damel dominait ici, le Bourba était au Jolof, mais s'il faut comprendre qu'au XVIIe siècle, la société lamanale était une société extrêmement puissante. Donc on est dans ce contexte-là, on est au XVIIe siècle, qui équivaut à l'époque française de Molière, qui équivaut à l'époque de La Bruyère, etc., et du siècle des Lumières en France. Ce siècle-là aussi, au niveau de la gestion, c'était le siècle des Lumières. Donc ça, c'est vraiment cette période dans laquelle on est. Maintenant, Yacine Boubou, pour comprendre la notoriété d'une personne dans notre patrimoine, il faut se poser la question, comme on le dirait en wolof, ndax amna boum. Est-ce qu'elle a un hymne chanté par un instrument? C'est exceptionnel. Parce que les personnalités qui marquent l'histoire, qui marquent les mémoires, ont un hymne. Il n'y a pas que les pays qui avaient des hymnes. Nous, les pays n'avaient pas d'hymne. C'est pourquoi quand vous prenez Kelefa, vous prenez Kaira, on vous dira que ces hymnes de la Kora sont dédiés à. Vous prenez Tara, c'est l'hymne dédié à El Hadj Omar Tall. Et quand on entend Biram Yacine Boubou, Boulekul Mangay Nan, on se dit, mais Biram, le fils de Yacine Boubou. Donc la force de cette dame-là, c'est que même le chant de son enfant, lui, est dédié. Donc c'est elle qui va introduire ces hymnes à la Kora. Donc Yacine Boubou, c'est cette dame-là. C'est une dame exceptionnelle. Et ce qui est bien avec Yacine Boubou, c'est que quand on analyse cette figure féminine, ce n'est pas une femme qu'on voit, c'est des destins d'hommes dont on va parler. Parce que Yacine Boubou, quand même, a dominé l'installation des rois pendant au moins 25 ans. Pendant 25 ans, aucun roi ne pouvait être élu sans son avis. Pendant le règne de son fils, aucune décision ne pouvait être prise. Et son fils a eu un règne paisible, le plus long règne, 17 ans de règne, pendant lesquels Biram a succédé à un dictateur, et pendant 17 ans, il n'y a pas eu d'exaction, il n'y a pas eu de misère au Kayor, il n'y a pas eu de souffrance, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de combat. Parce que c'est Yacine Boubou qui tenait le pouvoir et qui voulait de l'équité
et de la démocratie et de l'inclusion dans la gestion. On parle de cette femme-là. Il faut qu'on comprenne que quand on parle de parité aujourd'hui au Sénégal, on est en retard. La société coloniale qui est arrivée au 19e siècle a brisé un élan. Et Yacine Boubou est le modèle parfait. Il est le modèle parfait, pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le Kajoor fait appel à Fatim Gorogne pour diriger, mais il y a une situation qui se passe. Il y a une impossibilité de régner qui se passe. Et cette impossibilité de régner-là venait d'où? Il venait du fait qu'on voulait un roi fort. Mais lui, quand il est arrivé, il a été un dictateur. C'est-à-dire le pire dictateur que moi, je connais dans l'histoire du Kajoor. Pour moi, c'était lui. Parce qu'il était dans une exaction terrible. Mais le peuple n'a pas laissé passer. Le Conseil des sages n'a pas laissé passer. Et il a été destitué. Et ça, c'est très important. Donc, quand on parle de Yacine Boubou, moi, je préfère ne pas parler d'une femme qui s'est sacrifiée pour son mari. Non. Yacine Boubou, contrairement à la légende, ne s'est pas sacrifiée pour que son mari arrive au pouvoir. Elle a accompagné son mari au pouvoir major et elle a accompagné son fils à s'installer. Donc, si elle s'était sacrifiée, comment est-ce qu'elle aurait pu être là au règne de son enfant? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut rétablir. Elle a vécu très, très, très longtemps. Qu'est-ce qui va se passer avec Yacine Boubou? Yacine Boubou s'est marié plus tard, au décès de son mari, s'est marié à un marabout. Vous voyez que l'islam commence à entrer. On quitte donc les gens qui vous disent Tcheddo, les Tcheddo, les Tcheddo. Yacine Boubou, en ce moment-là, était marié à un marabout. Et ce marabout-là et sa femme décidaient de qui devait être au trône. Jusqu'au jour où ces talibés ont trouvé le roi en train de boire et ils ont attaqué le roi et ils l'ont tué. Et Yacine Boubou a dit niet, pas d'assassinat. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle a aidé à reprendre le pouvoir et à destituer celui qu'on voulait mettre au pouvoir. Donc, elle était contre la peine de mort appliquée de manière aveugle à partir de préceptes religieux non maîtrisés. Donc, quand une femme est capable d'avoir ce pouvoir-là, cette femme-là, elle est dans le leadership, ce qu'on appelle un leadership féminin, un véritable leadership féminin. C'est-à-dire jusqu'à ce que les exactions qui sont commises dans le royaume puissent être rectifiées par cette dame-là. Et c'est pourquoi moi je suis très content de parler. Quand on entend, je pense qu'il y a un chanteur de Sorano qui habite à Mbaké et qui chante Birem Yassino, Boulekul Mangaynan, etc. et qui l'a repris des grands Amen Ndiaye Samb, etc. Je vous inviterai à vraiment écouter ça. Quand il dit Boulekul Mangaynan, si on a le temps de manger, de boire, de faire de la ripaille, ça veut dire quoi politiquement? Qu'il y a une stabilité politique et sociale. Mais ce qu'il faut comprendre juste, c'est que le mariage de Yacine Boubou et de Ndiaye Sall, le Khadi, quand on dit Khadi, ça veut dire le Khadi, ce mariage-là a été la deuxième étape de sa vie. Donc la première étape, elle était dans une royauté dirigée de manière féodale. Et la deuxième partie de sa vie, c'est vraiment ce lien-là avec ce mari qu'elle a aidé à asseoir l'islam, à installer l'islam, qu'elle a aidé à démocratiser et à rendre moins extrémistes ces talibés. Yacine Boubou, c'est aussi ça, cette participation à l'installation d'un enseignement coranique fondé sur des valeurs. Je pense que ça, on peut aussi retenir que ce qui peut faire sa particularité avec les femmes de la royauté qui ont marqué l'histoire, sa particularité, c'est qu'elle a la même trajectoire à peu près que Ndiémbène Mbodj. C'est à peu près des trajectoires extrêmement fortes. Vous savez, si la colonisation n'a pas voulu du mariage de Ndiémbène Mbodj et de l'émir de Trarza, c'est parce qu'il ne voulait pas que l'enfant qui naît puisse être à la fois émir de Trarza et Brak du Waalo. C'est ça qui a amené presque beaucoup de guerres. Yacine Boubou aussi, c'est ça. Yacine Boubou avait des enfants qui pouvaient être intronisés dans le Saloum, qui pouvaient être intronisés dans le Kajoor, mais qui pouvaient aussi prétendre, par quelques liens de parenté, à la royauté du Jolof.
Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que quand vous attaquez Lat Dior, vous attaquez le neveu de Albouri, l'oncle de Albouri. Et quand vous attaquez Albouri, vous attaquez le neveu de Lat Dior. Parce que Seynabou Diop est aussi du Kajoor. Donc c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Il faut qu'on comprenne que lorsqu'on attaque Lat Dior Diop, on attaque la famille Fall. Parce que c'est la lignée de sa mère qui lui permet d'accéder au pouvoir. Et c'est ça, Yacine Boubou, sa particularité, c'est qu'elle n'est pas allée s'installer sur le trône, mais elle tenait le trône. Je peux dire qu'elle était le Sénat, et en même temps le Sénat et l'Assemblée nationale. Elle était une sorte de mur de lamentation vers lequel venaient tous les gens qui voulaient accéder au pouvoir. Et quand l'Assemblée des notables décide de faire appel au roi du Saloum, Mokhore Diodjo, c'était avec l'appui de Yacine Boubou. Si Yacine Boubou n'était pas d'accord, il n'y aurait pas eu d'intronisation. Donc sa particularité avec les autres femmes de cette époque, c'est que ce n'étaient pas des femmes en retrait qui attendaient qu'on leur donne des ordres. Et ça, il faut définitivement régler cette question-là. Ces femmes étaient engagées et pesaient de leur poids sur le destin des populations. Mais Yacine Boubou, vraiment, elle est la marque de l'élégance dans l'engagement politique. Elle était politiquement engagée dans la gestion de la nation et engagée aussi dans l'installation de la paix et aussi elle a accompagné son fils. C'est ce qui est exceptionnel. Yacine Boubou a accompagné pendant 17 ans son fils et elle n'a jamais abusé du pouvoir de son fils. Et c'est pourquoi c'est l'une des rares femmes de l'histoire du Sénégal dont le nom est attaché au règne de l'enfant. Biram Yacine Boubou. Les gens pensent même que c'est une fille. Non, c'est Biram, fils de Yacine Boubou. Le deuxième personnage qui a cette trajectoire-là est un homme. C'est Samba. Samba Geladji Diégui. Samba, le fils de Geladji Diégui. À part ça, vraiment, c'est rare de voir un nom de femme associé à une royauté. Donc ça, c'est une grande particularité. Et comment s'est passée la succession au trône? Je vous ai dit, la succession, c'était une succession patriarcale. C'est-à-dire que, mais, sauf quand il y avait des abus, quand il y a un abus, on pouvait faire appel à quelqu'un d'autre qui était plus sage pour assurer une transition. Et on pouvait aussi, quand celui qui succédait devait être une femme, ou bien l'enfant qui succédait n'avait pas l'âge, son oncle pouvait lui tenir. Lat Dior, c'est dans un contexte où le damel qui était là était considéré comme un damel collaborateur. Et c'était la première fois qu'un Diop arrivait dans la lignée des Fall. Mais ici, ce cas-là, c'est les cas qu'on a eu dans le Jolof, où on a eu des Ndaw qui sont arrivés au pouvoir parce que le Ndiaye qui devait arriver au pouvoir, je ne veux pas citer de famille pour ne pas créer de problème actuellement au Sénégal, mais où le Ndaw n'a pas accepté de donner le trône et l'enfant est venu se révolter. C'est exactement comme Samba Geladji Diégui avait fait. Quand on a refusé de lui donner le trône, il est arrivé, il a arraché le trône. Mais généralement, comment ça se passait? C'est que les femmes ne pouvaient pas régner, mais les enfants de ces femmes-là régnaient et portaient au trône leur maman qui devenait la reine-mère. Donc c'est comme ça que ça se passait. Et il y avait un collège aussi qui voyait les qualités de la personne. Si la personne n'avait pas les qualités, la personne pouvait automatiquement être empêchée de règne ou être destituée. Donc il y avait vraiment un collège électoral qui désignait parmi les successeurs qui était la meilleure personne. Donc il ne faut pas qu'on oublie ça. Il y avait cette assemblée-là des sages-là. Et dans cette assemblée-là, toutes les catégories, les classes d'âge avaient aussi la possibilité d'émettre un point de vue. Il y a aussi cette question de son sacrifice. Le grand sacrifice de Yacine Boubou n'est pas un sacrifice humain. Elle n'est pas allée mourir. Elle a sacrifié sa vie, son bonheur personnel, les richesses qu'elle pouvait avoir à la stabilité du Kayor. Au moment où elle pouvait avoir de l'or, avoir de la gloire, elle s'est mise en retrait pour que la stabilité du règne de son enfant pendant 17 ans puisse être assurée. Mais une stabilité qui devait être axée sur 3 valeurs. La valeur travail, l'oisiveté, n'oubliez pas, depuis le XIIIe siècle, est considérée comme un crime, depuis la charte de Kouroukan Foga. Mais la deuxième chose, la connaissance du patrimoine. Et la troisième chose, le respect du code de conduite sociale. Donc c'est ça la force de Yacine Boubou. Et elle a réussi vraiment à installer la stabilité au Kayor.
Et c'est ça qui m'intéresse le plus chez elle. Et pourquoi est-ce que son sacrifice était inévitable? Parce que si elle ne s'était pas sacrifiée auprès de son mari, je ne suis pas sûr que Madior aurait été roi. N'oubliez pas que quand vous parlez de Madior, vous allez à Gouindjouli, vous êtes dans le Saloum, vous êtes à Kaon, vous êtes chez le Bour Saloum. Et là-bas, c'est les Guelewar qui prennent le pouvoir. Ceux qui ont... Les Guelewar, quand vous l'entendez, c'est la succession par la mère. C'est ça qu'on appelle un Guelewar. C'est ça qu'on appelle un Guelewar. Maintenant, ce que je veux dire et que je retiens essentiellement, c'est que son sacrifice n'est pas un sacrifice de quelqu'un qui va mourir comme on l'a théâtralisé. Le théâtre, c'est de la fiction. C'est l'exagération, c'est l'amplification de l'acte héroïque. Mais son sacrifice, c'est le fait d'avoir dévoué toute sa vie à la stabilité de la nation, à la gestion politique en arrière de son pays, au lieu de chercher de l'enrichissement. Elle ne s'est jamais enrichie. Et elle n'a jamais accepté d'être une veuve sans mari. Elle pouvait dire, mon mari était un roi, je ne me marierai qu'avec un roi, mais elle est allée se marier à un sage, un homme, un cadi, un homme de science. Donc je pense que ça, c'est bien de le retenir. Maintenant, son acte de bravoure, qu'on peut même considérer, même si on considère qu'elle s'est sacrifiée pour que son mari existe, quelle est l'image qu'il faut garder? L'image, c'est que notre société a toujours considéré que ce n'est pas l'homme qui tient la maison. Et jusqu'à présent, au Sénégal, quand un homme construit une maison de sa sueur ou d'un prêt bancaire, dans le quartier, quand les gens demandent, on ne demande jamais la maison de Massambegui. On va demander où est la maison de Adja Mberi. On demande toujours le nom de la femme. Et ce symbole-là, pourquoi est-ce que la mythologie a voulu nous installer cette héroïne-là? Pour nous dire, attention, homme, n'oubliez pas que quand vous arrivez au pouvoir, une femme s'est sacrifiée. Donc ne sacrifiez pas les femmes dans la gestion de votre pouvoir. Un homme qui a conscience que s'il arrive au pouvoir, c'est parce que ce sont les femmes qui l'ont aidé à avoir le pouvoir, cet homme-là va avoir en conscience qu'il ne tient pas le pouvoir, mais qu'il est héritier d'un pouvoir, qu'on lui a confié un pouvoir. C'est pourquoi d'ailleurs le Parti socialiste sénégalais l'avait très bien compris. Très tôt compris en faisant des femmes la base de son électorat. En prenant des femmes comme Adja Aram Diène, qui n'étaient pas d'une culture intellectuelle, et en les nommant au comité et en les amenant à l'Assemblée nationale. Parce qu'on savait qu'aucun parti politique ne pouvait se reposer sur d'autres valeurs que le sacrifice de ces femmes-là. Donc chaque peuple convoque des gloires, convoque des faits de gloire, fait un récit légendaire, ce qu'on appelle le traitement épique des faits historiques. Il y a eu un traitement épique d'un fait historique. Le fait historique, c'est quoi? C'est que Madior, à un moment, avait besoin de l'appui de toutes ces femmes. Yacine Boubou l'a appuyé. Les chanteurs ont transformé cet appui en sacrifice. Et ils ont, à la place du sacrifice physique, du sacrifice politique, ils ont inventé le sacrifice physique qui donne l'éloge et qui l'élève à la mythologie dans les consciences populaires. C'est comme ça que fonctionne l'épopée. L'épopée est un traitement épique des faits historiques. Maintenant, nous, quand nous analysons ces faits-là, on fait un traitement historique des faits épiques. On enlève tout ce qui est élément de subjectivation, ce qu'on appelle les adverbes, ce qu'on appelle les adjectifs, tout ce qui est embellissement, et on prend le noyau dur du récit pour le proposer à l'analyse. C'est pourquoi il y a deux Yacine Boubou. Il y a le Yacine Boubou de l'histoire et il y a le Yacine Boubou de l'épopée. Le Yacine Boubou de l'épopée est le Yacine Boubou qui va mourir pour que son mari règne. Mais le Yacine Boubou de l'histoire, c'est le Yacine Boubou qui va sociologiquement accepter de mourir, de faire mourir son image pour porter les hommes au pouvoir. Et c'est comme ça qu'il faut lire avec des yeux modernes, des yeux modernes l'épopée de Yacine Boubou. Mais n'oubliez pas, Yacine Boubou, c'est le XVIIe siècle. Et au XVIIe siècle, les femmes faisaient et défaisaient le pouvoir en Afrique. Et c'est ce message qu'il faut dire au monde. Nous n'avons pas attendu l'arrivée du colonisateur pour que les femmes aient une place. Et aujourd'hui, que les associations de femmes s'imprègnent de cette place-là essentielle qu'occupaient ces femmes-là pour porter des discours de formation en coach et en leadership. Le leadership féminin n'est pas le modèle occidental. Nous avons un modèle africain. Ce programme vous a été proposé par la Place du Souvenir africain. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement avec un nouveau portrait.
Yaasin buuboo maa